Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour les quelques petites minutes de retard parce qu'on a un maximum 1 heure ensemble. Je pense que vous connaissez certainement les personnes qui sont à côté de moi. On est ravis d'avoir ce débat, mais je peux quand même vous les présenter. Donc Stéphane Boujna, qui dirige Euronext, qui est un des grands succès européens avec Airbus et d'autres. Mais Euronext, c'est donc un marché, c'est donc une société qui gère plusieurs places boursières, dont Paris, Bruxelles, Dublin, Milan et d'autres. À côté de lui, Alexander von Mellentim, qui est CEO d'une société de conseil en fusion-acquisition, mais qui est aussi une grande voix en Allemagne sur les entreprises, sur les PME et donc du patronat allemand. À côté, donc Stéphane Israël qui dirige un autre grand succès européen, Ariane Espace, hein, mais soumis à une concurrence féroce en ce moment, notamment américaine. À côté de lui, donc, Garance Pinault, qui est directrice générale du MEDEF, qui avait été Sherpa, comme on dit, d'Emmanuel Macron, en charge de l'Europe, et puis auparavant directrice de cabinet de Clément Beaune aux affaires européennes, et je ne remonte pas davantage. Et enfin, vous connaissez Enrico Letta, qui a enseigné ici et qui est ancien Premier ministre italien, donc un des prédécesseurs de Madame Meloni. Je ne sais pas si je peux le présenter comme ça. En tout cas, c'est le cas. Voilà. Donc, on voulait peut-être discuter d'abord de la situation économique européenne par rapport aux autres régions du monde. Il y a à la fois le constat et puis peut-être ce qu'on peut imaginer comme piste pour remédier ou en tout cas s'attaquer à certaines des difficultés qu'on peut avoir en Europe. Le constat, peut-être que Garance pourra commencer, je ne sais pas, mais en tout cas, il est assez frappant puisque on constate depuis pas mal d'années un décrochage de l'économie européenne, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, peut-être que vous en donnerez ici, mais disons qu'en 15 ans, il y a 15 ans, l'économie européenne et l'économie américaine étaient à peu près de la même taille, et aujourd'hui, l'économie de l'Europe, c'est entre 55 et 60% de l'économie américaine. Donc ça montre bien qu'il y a eu un sacré décrochage. On pourrait multiplier les exemples de cela, y compris dans la tech, y compris dans d'autres secteurs. Donc pourquoi ce décrochage et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement remédier à tout cela. D'ailleurs, Enrico est en train de finir un rapport qui donnera des pistes sur les mesures qui pourraient être prises ou les stratégies qui pourraient être mises en œuvre pour un peu enrayer ce décrochage, mais qui a de multiples causes. Peut-être, Garance, si vous pouviez nous brosser un peu un panorama de tout ça, rapide. Merci, bonsoir à tous. C'est bon là, ouais. Merci beaucoup de l'invitation. Je remercie Bernard Spitz, qui est l'un des grands ordonnateurs de cette soirée. Et notre modérateur ainsi que... Peut-être que tu rapproches le micro. Non, il faut l'approcher. Voilà. Ouais. Pardon. Donc mes co-panélistes pour ce débat très économique et effectivement très à propos pour l'analyse que nous en faisons. Les chiffres, vous venez de les donner. Le MEDEF, que je dirige depuis 6 mois, s'est permis d'envoyer un courrier à l'ensemble des parlementaires français la semaine dernière pour les alerter justement sur ce décrochage des économies européennes dans leur ensemble à l'égard des États-Unis, singulièrement, pas que. Vous avez cité effectivement l'écart de richesse qui est en train de se creuser, et donc on fait le même constat. Il y a 15 ans, effectivement, on était à PIB équivalent, et aujourd'hui, le PIB européen ne constitue plus que 55%. Il faut que je parle plus près. Ah, c'est mieux là. Alors moi, je m'entends beaucoup, je ne vais pas parler longtemps. 55% du PIB américain. Donc le décrochage, il est clair. On le voit également dans la productivité par tête. On le voit dans notamment les parts de marché sur les gestions d'actifs entre les Américains et les Européens qui se creusent depuis une quinzaine d'années, depuis 2009. Ce qui indique très simplement, et ce qui est très préoccupant, que l'épargne des Européens s'investit désormais aux États-Unis.
C'est pour ça que nous, on attend avec beaucoup d'impatience les propositions de nos voisins de gauche. J'ai cru comprendre que c'était la semaine prochaine. La semaine prochaine, le rapport d'Enrico, deux semaines, d'Enrico Letta, qui va faire donc tout un tas de propositions sur l'approfondissement du marché intérieur, mais également, on espère, l'union financière, ce que vous appelez l'union financière, ce qu'on appelle dans le langage européen l'union des marchés de capitaux, qui va nous permettre notamment de mieux mobiliser justement l'épargne européenne au service du financement des entreprises européennes, ce qui a l'air un peu technique comme ça, mais ce qui est une solution évidemment très importante dans le contexte que nous connaissons. J'aperçois ici la députée Yon Courtin qui connaît parfaitement ces questions-là et qui devrait partager l'analyse que nous faisons, évidemment, que le budget européen aujourd'hui est évidemment insuffisant pour financer le mur d'investissement qui est devant nous. Je crois qu'il représente un peu plus de 1% contre 20% pour le budget fédéral américain, donc on voit bien qu'on n'y est pas. La situation des finances publiques nationales, singulièrement la nôtre, je pense que je n'ai pas besoin de la décrire et de revenir dessus. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on arrive à trouver une architecture financière et de financement de nos économies et de nos entreprises beaucoup plus innovante. Et ça passe certainement par une articulation de tout cela entre le financement bancaire, le rôle de la BEI, l'union des marchés de capitaux, la mobilisation de l'épargne. Et puis, je pense qu'on ne peut pas fermer complètement la porte à l'investissement et au soutien public. En tout cas, effectivement, c'est un cri d'alarme que nous lançons, puisque les entreprises françaises et européennes sont très inquiètes, alors même qu'encore une fois, on est devant ce mur d'investissement, notamment pour la transition écologique, et que nous devons trouver des solutions. Je m'arrête là peut-être pour le constat, et on reviendra après sur peut-être d'autres pistes. Est-ce que ça marche? Oui, on reviendra peut-être après sur les pistes qu'on peut envisager, mais je voudrais laisser la parole à Alexander, peut-être sur le diagnostic. Est-ce qu'en Allemagne, vous partagez également ce diagnostic assez alarmant tel que le décrivait Garance sur ce décrochage économique? Non, en Allemagne, clairement, et depuis vraiment 2 ans, l'Allemagne est quand même très impactée d'abord par beaucoup de sujets, notamment bien sûr par la potentiel démondialisation. Et on parle à nouveau de normes malades, un peu comme il y a 20 ans, quand l'Allemagne a lancé son agenda 2010, c'était quand le chancelier Schröder était encore présent. Et depuis, 2 ans, on commence à dire avec soi, l'Allemagne est un nouveau homme malade, mais quand même, beaucoup de gens disent aussi, l'Allemagne est uniquement vraiment un homme fatigué pour vraiment adresser beaucoup de défis différents. Et ça, c'est très clairement aussi reflété par le fait que la compétitivité de l'Allemagne a quand même descendu à la 22e place du World Competitive Ranking. Et encore il y a 2 ans, surtout encore 2015, on était le 8e. On est sur la 8e place, la World Competitive Ranking. À quels défis, en fait, étaient maintenant confrontés l'Allemagne, notamment aussi dans un monde où la géopolitique est devenu un facteur très, très important. Et je crois que vous connaissez déjà, vous savez tous que l'Allemagne est une industrie très orientée sur l'export. Et en fait, beaucoup de sociétés en Allemagne essayent avec le soutien du gouvernement, de poursuivre une stratégie plutôt de de-risking, c'est-à-dire d'écrage, au lieu de coupling. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est encore très dépendante du marché Chine. Et si on prend par exemple l'industrie automotive, elle continue à investir en Chine et en même temps, elle essaie aussi
d'accompagner des équipementiers chinois en Allemagne, justement pour créer vraiment un level playing field entre les deux acteurs. C'est vrai, aujourd'hui, ça penche plutôt encore en faveur de la Chine, mais l'industrie automobile a quand même une réaction un peu différente par rapport, par exemple, à l'industrie automotive française qui, je crois complètement, en grande partie, désinvestir ses activités en Chine. Après, l'industrie allemande est vraiment en train de diversifier dans d'autres marchés, notamment dans les marchés promoteurs comme l'Inde, aussi en Afrique. Dans les 6-12 derniers mois, l'industrie allemande a commencé à vraiment augmenter ses chiffres d'affaires en dehors de la Chine. Et ça, c'est une stratégie que l'Allemagne va certainement continuer justement pour sécuriser d'une part son approvisionnement pour les matières premières, mais aussi pour avoir accès à les marchés. Mais le marché en Chine est incontournable pour l'Allemagne. Du coup, l'Allemagne va certainement, dans certaines industries, continuer à investir en Chine. L'autre grand sujet en Allemagne est bien sûr la transformation énergétique et la transformation digitale. La transformation énergétique est très influencée par le fait que les frais d'électricité en Allemagne sont très élevés, surtout en comparaison des États-Unis, même en comparaison avec la France. Et ça peut encore durer quelques temps pour vraiment réduire les frais, les coûts d'électricité. Déjà aujourd'hui, 50% de l'énergie qui est produite en Allemagne est due au fait que les énergies renouvelables produisent déjà plus que 50%. Et on attend jusqu'à 2030 que l'énergie renouvelable, le secteur énergie renouvelable va probablement produire à peu près 90, 100%. Donc, il y a certainement d'autres... Peut-être qu'on reviendra sur l'énergie plus tard, mais Stéphane Bougelin, on l'a dit, il y a un écart de croissance qui est très net entre l'Europe et les États-Unis. Et si je caricature, les Européens, les Français en particulier, épargnent beaucoup, mais cette épargne file aux États-Unis en partie et va financer la croissance américaine. Alors pourquoi? Et puis, est-ce que on peut lutter contre ça? Bon, je ne vais pas répondre tout de suite à la question parce que je voudrais dire d'autres choses. D'abord, merci de nous inviter ici dans ce lieu de débat ouvert, respectueux, qui appartient à la communauté des gens qui veulent se parler et s'écouter, et qui n'est pas un lieu privatisable. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même deux grosses transformations importantes et deux risques qu'il faut avoir en tête pour parler de ces sujets européens, parce que sinon on ronronne et on répète des choses et qui peuvent être une langue morte à côté d'une réalité qui se transforme. Il y a deux grandes transformations dont on a tous conscience, mais qu'on ne sait pas vraiment appréhender avec un narratif nouveau. Le premier, c'est que les préférences collectives des peuples européens sont en train de changer rapidement par rapport au projet européen. Et donc, moi j'ai horreur de l'expression populiste, parce que moi, comme vous, on appartient au peuple, il n'y a pas eux et nous, on est dedans. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont en colère, et il faut entendre cela pour essayer de faire en sorte que la demande de protection ou la demande de savoir what's in it for us dans la Happy Globalization peut trouver une réponse dans le seul espace pertinent qui est l'espace de 450 millions d'habitants avec un projet politique d'intégration. Si nous ne trouvons pas très rapidement la manière de réinventer fondamentalement le narratif et d'adresser dans le cadre du projet européen cette demande, cette réalité de la colère et cette demande de protection, alors on va finir dans un musée où probablement le musée d'histoire naturelle dans un bocal de formol. Et donc, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est de ne pas comprendre que le monde autour de nous a changé. C'est-à-dire de croire qu'on vit toujours dans un monde où l'Europe exporte de la stabilité et exporte son modèle
qui est un peu, vous savez, moi je suis 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine dans une capitale européenne différente, et l'expression que j'entends le plus souvent, c'est vous les Français, vous aimez l'Europe quand c'est la France en grand. Mais le reste du monde, entre Européens, on a fait en sorte que ça soit pendant longtemps une Europe en grand. On a essayé de faire en sorte que nos valeurs soient partagées d'ouverture, soient partagées par le plus grand nombre. Ça a marché un certain temps, ça ne marche plus. Et il y a une réalité qui est différente. On peut le regretter, comme disait le général de Gaulle, comme on peut regretter la douceur de la lampe à huile, la splendeur de la marine à voile, la grandeur de l'Empire et l'élégance des équipages à chevaux, mais il n'y a pas de politique qui vaille en dehors de la réalité. C'est dommage que le monde ne soit pas aussi sympa pour nous qu'il l'a été entre 1990 et 2007, mais c'est fini. C'était l'avant-guerre. Donc c'est fini. Donc c'est ces deux risques qui sont très importants. Maintenant, il y a deux réalités, deux transformations. Il y a 2 autres risques qui me paraissent plus importants encore, parce qu'ils sont plus près de chez nous. Le premier risque, c'est l'obsolescence de la machine européenne. Qu'on ait un déblocage complet entre des trucs qui ne marchent plus, la boulimie réglementaire et normative qui nous donne un sentiment d'avoir une influence sur les choses. Ah, j'arrive pas à contrôler les choses, la croissance s'effondre. Faisons encore une nouvelle directive, comme ça j'aurai un impact sur le monde. Et puis le fait que quand même, il y a des choses qui ne sont pas prévues dans les traités qui marchent extrêmement bien. Et il faut prendre un peu de recul et se dire, tiens, les vaccins, on a vacciné en Europe plus vite, moins cher, plus de gens possible qu'ailleurs sur la planète, ce n'est pas prévu dans les traités. Parce qu'on a créé à la va-vite un bureau des achats très efficace. On a fait une politique de l'énergie à la va-vite qui a été extrêmement efficace pour atténuer le choc de la crise russe. On a fait des eurobonds alors qu'on nous avait dit que c'était rigoureusement impossible. Et on a fait une aide collective à l'Ukraine, coordonnée, qui est équivalente à celle des États-Unis. Ça, c'est nulle part dans les traités. Donc, il faut avoir un peu de recul sur les trucs qui ne marchent plus et les trucs qui peuvent marcher. Et le dernier point que je voulais faire, c'est qu'il y a un autre risque qui est très, très inquiétant et qui, là, maintenant, nous ramène à ta question sur le financement, c'est qu'il ne faudrait pas que se sédimente quelque chose auquel on s'est habitué avec une certaine forme de résignation, c'est la séparation des pays qui ont comme projet de civilisation d'être une collectivité de consommateurs heureux et de clients repus, et ceux qui ne se résignent pas à l'idée de ne plus être des producteurs, des fabricants. Je m'explique. Il y a beaucoup de pays dans l'Union européenne qui pensent que pour le moteur de recherche, il y a Google, pour le smartphone, il y a Apple et Samsung, pour le système d'exploitation, il y a Microsoft, pour le commerce électronique, il y a Amazon. Pour l'avion de chasse, il n'y a qu'un à voir, le F-35. Pour la banque d'affaires, JP Morgan, c'est très bien. Et puis pour l'asset management, BlackRock, ça va. Et puis on peut vivre comme ça entre pré-retraités et repus. Et puis il y a d'autres pays qui ne se résignent pas à cela et qui veulent être des producteurs, des fabricants. Au-delà du small is beautiful de la tech sur lequel tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'on veut avoir des gens qui fabriquent des choses? Est-ce qu'on veut avoir des Airbus? Est-ce qu'on veut avoir des leaders européens qui sont aussi puissants dans le reste du monde que les Américains sont puissants chez nous? Et ça demande de revoir assez fondamentalement un certain nombre d'outils européens pour savoir si on subit les choses ou si on décide de notre propre sein. Tout le monde rit quand on se balade en Europe du concept d'autonomie stratégique. Mais quand on leur dit que derrière tout ça, il y a est-ce que vous voulez avoir l'opportunité de décider un peu de temps en temps de certaines choses, ou est-ce que vous voulez donner l'intégralité des décisions qui impactent la vie quotidienne de vos concitoyens à des gens qui sont basés à des milliers de kilomètres? Eh bien, ça transforme la perspective. Et si on décide de reprendre en main notre propre destin, chacun avec son style, etc., il y a plusieurs choses. Et je m'arrête là, mais c'est vraiment la question de ne pas faire des normes similaires, mais faire des normes identiques. No more similar, just same. Et c'est-à-dire du single rule book, de la single supervision. Il n'y a pas d'adaptation de Schengen. Il n'y a pas Schengen, et puis un pays décide, moi je fais Schengen, mais sauf pour les barbus. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de. Le seul compromis qu'on a fait à la monnaie unique, c'est la face
des pièces de monnaie où chacun peut mettre son petit symbole national, ce qui rend les choses poétiques. Mais la monnaie unique, c'est la monnaie unique. Schengen, c'est Schengen. Et tout ce qui marche en Europe, c'est les choses qui s'intègrent dans une forme d'unité et qui est la seule manière de rendre les choses qui permettent de passer à l'échelle. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Le seul horizon, c'est celui-là, le passage à l'échelle par une convergence vers l'unité. Alors justement, comment on fait pour rester leader, pour reprendre ce que tu disais, Stéphane Israël, la question, alors exactement celle-là pour l'espace, et pour reprendre ce que disait aussi Stéphane Bougelin, est-ce que dans ce domaine du spatial, ce qu'on fait en Europe, ça fait partie des trucs qui marchent ou des trucs qui ne marchent plus? Bon, alors, c'est quand même un peu problématique parce que vous avez posé une question sur l'épargne, hein, à Stéphane Boujna, et vous avez vu l'exposé brillant Oui, qu'il a développé. Donc, en fait, moi, je ne suis pas non plus obligé de répondre à votre question. Bon, alors, d'abord, je vais commenter l'exposé de Stéphane Boujna et après, je vais vous répondre. Mais je vais quand même faire, donc un peu comme lui, je ne vais pas répondre tout de suite. Et j'ai 2-3 observations par rapport à ce qui a déjà été dit. Ce que j'observe, c'est que l'Europe décroche depuis, vous avez dit, une dizaine d'années, donc à un moment où en réalité elle est assez désunie. Donc on pourrait peut-être faire la courbe, regarder la courbe de la croissance de l'Europe, regarder la courbe de ses progrès ou stagnation politique, et peut-être qu'il y a une forme de corrélation. Peut-être que quand on était dans un élan européen, on était finalement plus fort économiquement. Et ça me frappe ce que vous avez dit, parce que finalement, ce décrochage, il intervient quand même dans un moment où, comme l'a dit Stéphane, on a des capacités de réponse rapide à des crises, qui n'étaient pas forcément ce qu'on avait prévu, mais en fait, on ne sait plus lancer ensemble de grands projets. La deuxième réflexion, je pense que ce qui a fait souffrir l'Europe ces derniers temps, c'est la révolution digitale. Et qu'il y a d'autres révolutions qu'on a réussies, et celle-là, elle est beaucoup plus puissante aux États-Unis que chez nous. En tous les cas, elle est menée par des acteurs essentiellement américains, et c'est peut-être une des explications de ce décrochage. La troisième explication, et je vais en venir à l'espace, moi, ce qui me frappe, c'est l'efficacité de la commande publique aux États-Unis comparée à l'Europe. Aux États-Unis, vous avez une machine de guerre, d'ailleurs au sens premier du terme, qui est tirée par le Pentagone, qui tire toute l'économie en réalité, et qui donne aux boîtes américaines une sorte de coussin de sécurité, mais aussi de capacité à innover, alors qu'en Europe, la commande publique, elle est quand même beaucoup plus fragmentée, État par État, alors parfois avec des alliances, mais il n'y a pas cette puissance de feu qui permet de tirer l'ensemble de l'économie d'une commande publique extrêmement forte en volume et qui fait confiance aux acteurs. Aux États-Unis, vous avez la DARPA. La DARPA, c'est une agence de l'innovation où le principe, c'est vous plantez 9 fois et vous réussissez une fois. Alors, j'en viens justement à Il y a peut-être un autre point aussi là-dessus, c'est le fait que, ce qui est un facteur aggravant, mais que les États européens sont tentés en ce moment de se replier chacun sur soi, notamment dans le spatial, d'avoir chacun leur stratégie et de ne plus avoir une stratégie européenne dans ce domaine. Alors, effectivement, en matière spatiale, nous, il y a un espace européen. Cet espace européen, il se traduit par une agence intergouvernementale, l'Agence spatiale européenne, mais selon un mécanisme qui est intergouvernemental, qui a été fondé en 1975. Et il y a une politique communautaire spatiale européenne, puisque c'est la Commission européenne qui a la responsabilité du programme Galileo pour la navigation, Copernicus pour l'observation, et peut-être demain une grande constellation IRIS². Nous, on a absolument besoin de cette échelle. On ne peut pas se comparer aux acteurs publics américains, la NASA, ou aux acteurs privés américains, M. Musk, si on n'a pas cette coalition de nos efforts. Et aujourd'hui, effectivement, il y a à la fois une ambition qui est réaffirmée. Je pense par exemple quand le commissaire Breton essaye de faire une grande constellation européenne à IRIS², c'est bien la réaffirmation d'une ambition. Mais c'est vrai que les États ont aussi parfois une tendance à vouloir d'abord faire depuis chez eux. Et dans le domaine des fusées, on est dans un moment très particulier où les États ont récemment réaffirmé un soutien aux 2 fusées européennes
Il y en a une où la France a joué toujours un rôle clé, c'est Ariane, et une autre, c'est Vega, où c'est l'Italie qui Italienne. joue un rôle clé. Les États européens ont dit on va soutenir ces fusées, et en même temps, ils encouragent des formes de compétition pour la suite du film en multipliant les acteurs. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, parce que cette espèce de dialectique peut aussi nous permettre peut-être pour la prochaine génération d'être plus innovant, plus rapide, mais je ne pense pas qu'à long terme, on puisse avoir une Europe de la compétition en matière spatiale. Je pense que à court terme, peut-être que ça peut apporter des choses, on verra bien, mais je pense que quand on est confronté aux États-Unis d'Amérique qui investissent 5 à 6 fois plus dans le spatial que nous, et à un acteur non conventionnel comme Elon Musk, puisqu'il est complètement non conventionnel. Il a craqué les barrières d'entrée dans 2 secteurs où on pensait que ce n'était pas possible, les voitures et les fusées. Il possède Twitter, donc on n'est pas confronté à quelqu'un de conventionnel. Et d'ailleurs, penser qu'on va faire la même chose en Europe est stupide. Il n'y aura jamais un Elon Musk européen. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des choses fantastiques, mais je pense qu'il est vraiment du genre de lui-même et qu'il n'est pas reproductible. Mais quand on est confronté à l'homme le plus riche du monde d'un côté et l'agence la plus ambitieuse, se dire qu'avec nos petits bras dans chaque nation, on va y arriver, c'est un petit peu myope. Donc, on a besoin, nous, de cette ambition européenne. Le projet Ariane garde cette capacité de fédération, mais dans un moment où, effectivement, il y a aussi beaucoup d'affirmations nationales. Et il faut continuer de pousser des grands projets européens. Et il faut que la puissance publique européenne fasse confiance aux acteurs, leur donne les moyens d'innover, leur donne les moyens d'échouer aussi, parce que pour innover, il faut échouer, pour aller plus vite et pour accélérer. Enrico Letta, vous terminez donc votre rapport que vous allez rendre public dans quelques jours. Vous pouvez nous donner déjà les conclusions, puisqu'on est entre nous, mais et au fond, est-ce que, puisqu'il y a des sujets sur lesquels on n'y arrive pas trop en Europe, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme on l'a fait sur l'agriculture, choisir 1 ou 2 grands sujets, je ne sais pas, la défense ou d'autres, et puis dire qu'on privilégie telle ou telle politique pour essayer d'enrayer une partie du décrochage dont on parlait au début? Alors, je vais tenter d'être sage et donc de répondre directement aux questions que vous posez. Et, je commence par dire que ce qu'on a dit dès le début est vrai, c'est-à-dire le décrochage est en cours et donc il faut une réaction. Ça, c'est la question clé de ce débat. Le décrochage est en cours à cause des éléments que Garance venait de raconter auparavant. Il est en cours vers les nouvelles grandes puissances qui n'existaient pas il y a... je peux dire comment je vais commencer mon rapport. Le rapport va commencer avec la comparaison avec le single market que Jacques Delors avait lancé en 1985. Il y avait l'Union soviétique, l'Europe s'appelait Communauté européenne, l'Allemagne n'était pas encore réunifiée, on était 10. La Chine et l'Inde ensemble étaient autour de 2% de la puissance mondiale. Donc, en vérité, c'était totalement un autre monde. Et ils avaient choisi, les pays membres à l'époque, de garder sur 3 sujets toute compétence au niveau national. Les 3 sujets, l'énergie, les connexions et la finance, c'est les 3 sujets clés pour aujourd'hui avoir de la compétitivité. Imaginez-vous de faire une politique industrielle européenne aujourd'hui avec, au niveau national, totalement fragmenté les compétences dans ces 3 secteurs clés, finance, connexion et énergie. Ouais. Donc, il est évident qu'à la question, je réponds en citant ces 3 sujets. De mon point de vue, ces 3 sujets jouent un rôle clé. Et le sujet qui joue le rôle clé le plus important et le plus difficile est la finance. Pour une raison très simple. Vous n'aurez aucun homme d'État, homme politique qui va mettre son visage à côté de faire quelque chose pour la finance. Parce que c'est la chose évidemment la moins populaire du monde. Donc je pense qu'il faut partir par dire qu'un des sujets majeurs du décrochage européen, c'est exactement ce que Garance venait de dire. Le chiffre a été donné par la Banque de France et par la Banque centrale européenne. 300 milliards d'euros chaque année s'en vont aux États-Unis
Et ces 300 milliards d'euros, c'est notre épargne, à nous qui sommes ici. Parce que nous mettons ça dans quelques boîtes, mais à la fin, ça part aux États-Unis. Et ça part aux États-Unis, ça devient private equity qui alimente les entreprises américaines qui reviennent renforcer en Europe, acheter nos entreprises européennes. Ça, c'est le paradoxe total qu'on est en train de Mais vivre. ma question à Stéphane, c'était pourquoi? Mais, de mon point de vue, c'est simple, la réponse. La réponse est que le marché américain est beaucoup plus rentable pour différentes raisons, dont je pense 3 à la fin sont les raisons les plus importantes. La première, c'est la dimension. Notre marché n'existe pas au niveau européen. On a 27 marchés nationaux. On a 27 autorités de réglementation nationale. Donc, on est dans... Quand je citais ce point-là sur les télécoms, je vous cite un chiffre qui est plus important de tout discours. Le fait d'avoir 27 marchés de télécoms au niveau national plutôt qu'un seul marché européen fait en sorte que nous avons plus de 100 opérateurs de télécoms. En Chine, ils en ont 3 et aux États-Unis, 6, 7, 5, quelque chose comme ça. En fait, la dimension d'un opérateur américain est d'avoir plus de 100 millions de clients en moyenne. 400 millions pour le chinois et 5 millions pour l'européen. C'est évident qu'avec ces chiffres, vous n'êtes pas capable de faire des investissements en innovation. Donc la première chose qui manque, c'est l'innovation parce que vous n'avez pas l'argent, la dimension pour le faire. Ce que Israël venait de dire sur Elon Musk est aussi lié au fait que aux États-Unis, ils sont capables de faire ces investissements sur l'intelligence artificielle parce qu'ils mettent tellement d'argent en sachant qu'ils peuvent se permettre de faire 9 fois faillite pour la 10e qui est la réussite. Et nous, on n'est pas en condition de faire ça aussi pour, cette deuxième raison, des raisons culturelles. On continue à avoir chez nous l'idée qu'il ne faut pas prendre de risques. At all. Il faut rester sans prise de risque. Tout doit être... Et évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis marchent. Ils prennent des risques, même dans la façon dans laquelle ils investissent. Nous ne le faisons pas. Et ça a une conséquence, de mon point de vue, plutôt importante. Très, très, très importante. Donc, bref, je vais être bref en disant que la question essentielle, de mon point de vue, est parler de finance, non pas pour la finance, mais pour un but qui est un but d'intérêt collectif. Ça, c'est le point clé. Et je termine en 1 minute en disant que tout ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, c'est parce qu'à la fin, on a parlé de finance pour la finance. Ouais. Le point essentiel, de mon point de vue, est qu'aujourd'hui, on a tous un sujet le plus important de tous, qui est comment on va financer les prochaines 10 années de transition verte et digitale. Ça va coûter de l'argent. Draghi nous a dit que c'est autour de 500 milliards par an. Et je parle des agriculteurs qu'on a vus dans la rue. Ce sont les premiers. Mais après, les agriculteurs, Stéphane a raison, il va y en avoir d'autres qui vont décrocher. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous avez dit que nous allons vers le green. Vous dites que ça coûte un tas d'argent et vous ne nous dites pas comment vous allez prendre cet argent. Donc, on pense que c'est nous, les agriculteurs, nous, les travailleurs dans le secteur automobile, qui allons payer. Donc, pour moi, la question clé est celle d'avoir la capacité de financer avec de l'argent privé et de l'argent public cette question fondamentale, l'accompagnement de la transition verte et digitale. Et avoir un marché de capitaux unifié et qui marche bien est la seule possibilité pour garder l'épargne des Européens chez nous, faire en sorte que ça serve à financer cette transition. Sinon, l'Europe ne va pas arriver jusqu'au bout et on ne va pas être en condition de faire en sorte que ces buts trouvent des instruments qui sont les seuls qui peuvent donner des solutions. On comprend bien ce que vous dites, Enrico, et effectivement, on est en pleine campagne électorale et on voit mal une tête de liste dire « je fais campagne pour unifier les marchés de capitaux européens ». Et pourtant, vous dites que ce serait stratégique. Garance et Stéphane.
Je voulais essayer d'apporter un tout petit peu d'optimisme dans ce tableau qui est quand même assez noir, hein, si on prend nos 5 interventions. Parce que pour essayer d'apporter les solutions pertinentes à tout ce qu'on vient de décrire, et je crois qu'on fait un constat commun, il faut évidemment être conscient de la situation. Et je pense que là-dessus, on avance beaucoup. J'ai entendu Stéphane Boujnah dire « tout le monde rigole en Europe quand on parle d'autonomie stratégique ». Je pense que c'était vrai il y a quelques années et que ce n'est plus vrai. Et je pense qu'on a gagné, ou je dis on, ce qu'on met en France derrière le terme autonomie stratégique, ou plutôt ici on parle de souveraineté, on a gagné la bataille des idées. C'est pas suffisant, parce que maintenant il faut gagner la bataille sur le terrain, et la bataille, elle est autour, on vient de le dire, je pense tous avec chacun nos mots, elle est celle du financement, non pas pour la beauté de la finance, mais bien parce que c'est la clé pour notre innovation, pour faire émerger des champions européens, pour financer la transition et tout ce que je viens de dire. Bon. Moi je trouve que depuis, alors singulièrement 2017, parce qu'on a quand même un discours qui s'appelle le discours de la Sorbonne, dont on verra peut-être un tome 2 ou un acte 2 dans les prochaines semaines, qui faisait état assez clairement de ce concept, de nos limites, de nos dépendances déjà, qui ont évidemment été totalement accentuées dans notre analyse par la crise du Covid, mais aussi pour ce qui concerne notamment la question énergétique par la guerre en Ukraine, mais qui faisait déjà, on s'en souvient, état des 6 clés de la souveraineté et sur les politiques que nous devions mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Depuis, on l'a fait. Alors, on l'a fait notamment grâce à la présidence française, mais pas seulement. On l'a fait sous l'effet également de la politique américaine qui s'était aussi accentuée et qui est rendue plus offensive. Moi, je me souviens très bien du retour du président de la République de Washington en décembre 2022, juste avant un Conseil européen, où il a compris ce que c'était que l'IRA et il a compris les effets de l'IRA. Il a compris à quel point ça pouvait impacter négativement les Européens et les industriels européens. Rien n'était prévu dans les conclusions du Conseil européen qui suivait, donc on était en décembre, le 15 décembre 2022, et il a, en une demi-nuit, réussi à imposer, certes c'est un paragraphe, ce sont des mots, enfin sans mots on ne fait rien, qui a ensuite ont permis de donner lieu à tout ce qu'on a fait ensuite, c'est-à-dire l'assouplissement des aides d'État, de la politique sur les aides d'État, ce qu'on appelle aujourd'hui le NZIA, qui est notre instrument, c'est de la régulation bien sûr, qui permet d'accélérer le déploiement de tout ce qui est industrie verte. Le CRM Act, pardon d'être un peu technoïde, qui nous permet notamment de sécuriser les approvisionnements critiques, des matériaux critiques en Europe. Tout ça a démarré. Oui, je vous On est coupe au 2 milieu secondes, du- mais ouais. tout ça est parfaitement exact. Mais vous disiez, on était en décembre 22. Vous étiez au cœur de la machine européenne, donc vous voyez comment ça marche. On a l'IRA américain avec énormément d'argent qui est programmé. Et on dit, il faut qu'on réponde, il faut qu'on fasse la même chose, en gros. Mais là, on est au printemps 24 et on n'a pas l'équivalent. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, mais j'aimerais bien entendre mes camarades. Le problème de l'IRA, ou de la réponse, de la réponse de l'Europe à l'IRA, c'est pas tellement la magnitude du financement, parce que quand vous regardez Next Gen et ce qu'on a été capable d'emprunter en commun, c'est-à-dire 800 milliards d'euros en 2020, finalement, alors certes, c'était des prêts et des subventions, mais enfin, on n'est pas non plus dans un volume totalement différent. Bon. L'énorme différence, c'est la célérité administrative, et c'est surtout le fait que, comme chacun l'a dit, en particulier Enrico, on est dans 27 États, où on a 27 politiques fiscales finalement différentes et 27 administrations différentes. Donc c'est pas Bruxelles qui va vous accorder un crédit d'impôt, comme aux États-Unis, où en effet, vous soumettez un formulaire et en 3 semaines, vous avez votre crédit d'impôt parce que c'est très facile. Donc la différence, elle est là, et c'est pour ça qu'il faut, en parallèle et en complément de tout ce qu'on dit sur le financement, encore une fois, qui est le clé de tout, avancer sur la simplification. Et je crois que à la fois la présidente de la Commission européenne, mais l'ensemble de l'écosystème l'a compris, puisqu'il y a eu des annonces en ce sens, mais il faut que la prochaine mandature européenne s'attache à cet allègement réglementaire pour qu'on puisse enfin, effectivement, non pas comme on le fait aujourd'hui, surréguler et sous-investir, mais investir et réguler normalement. Stéphane. Oui, juste le point que je faisais tout à l'heure sur le narratif n'est pas absolument purement rhétorique. C'est-à-dire que la réalité, c'est que si on veut effectivement, comme l'a dit Enrico, embarquer les citoyens dans des projets comme ceux dont on discute, il faut expliquer what's in it for them. Et
Et sur le sujet de l'allocation d'épargne, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un sujet de l'épargne des Européens qui est significative, massive, qui part significativement vers les États-Unis, mais il y a deux réalités purement européennes qui expliquent cela. La première, c'est la taille de nos déficits publics qu'il faut financer. Donc, une très grande partie de l'épargne des Européens est en réalité orientée par des incitations fiscales plus ou moins explicites ou des comportements culturels plus ou moins évidents. Donc, en Italie, les ménages adorent acheter des bons du Trésor pour faire leur épargne parce que c'est un bon rendement. Et en France, on adore l'assurance vie parce qu'il y a un bon traitement fiscal. Et l'incitation effective de l'allocation d'assurance vie, c'est d'acheter des bons souverains. Et l'autre sujet, c'est les systèmes de retraite européens, qui fait que pour l'essentiel des Européens, à part un peu les Néerlandais, les Suédois, quand vous êtes trop vieux pour travailler, vous avez un peu d'argent si les gens qui sont autour de vous, plus jeunes, continuent à payer leurs contributions sociales. Aux États-Unis, si vous voulez avoir un peu de revenus quand vous êtes trop vieux pour travailler, eh ben, il faut avoir acheté des actions quand vous étiez plus jeune. Et l'essentiel de l'explication du marché action est ce que signifie une action. C'est-à-dire la différence entre une action et une obligation, c'est qu'une obligation, quelqu'un vous donne de l'argent parce qu'il pense que vous allez lui rendre, parce qu'il a une vague idée de risque qu'il prend, que vous lui rendrez l'argent ou pas, alors qu'une action, quelqu'un vous donne de l'argent parce qu'il pense que ça peut soit réussir, soit échouer, et que si ça réussit, il partagera le profit avec vous, et si ça échoue, il perd tout. Et donc, l'action, l'equity et les fonds propres, c'est l'instrument fondamental du financement du risque, de la croissance, des choses qui vont au-delà de ce qui se voit tout de suite. Et les États-Unis, parce qu'ils ont une retraite par capitalisation à l'échelle continentale, arrivent à financer de la croissance et de la prise de risque. C'est assez important parce que, même si ça a l'air un peu technique, il ne suffit pas de regarder 300 milliards d'épargne qui partent, il faut regarder si elle va plutôt en dette et plutôt en equity, si elle va plutôt sur la dette souveraine domestique ou si financer les déficits des autres. Donc, comment on fait pour se sortir de tout ça? Effectivement, il faut des acteurs consolidés, il faut des acteurs, et ce qu'a dit Stéphane Israël très justement, Faury de Airbus au niveau du groupe dit très justement les choses de manière assez, il a une belle punchline, il dit: est-ce que vous pensez que le monde est un endroit meilleur avec Boeing ou Airbus, ou un monde dans lequel il y aurait Boeing et puis un fabricant croupion d'avions commerciaux en France, un autre en Italie, un troisième en Espagne, un quatrième au Royaume-Uni, un cinquième en Allemagne? Ben non, le monde est un meilleur endroit avec Boeing et Airbus. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur tous les sujets qu'on a évoqués. Comment on crée les conditions de la consolidation? Le problème fondamental, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure en introduction, même si ça avait l'air un peu théorique, c'est comment on fabrique des coalitions avec les pays qui pensent qu'être des consommateurs repus, c'est mieux qu'être les clients de fabricants puissants. Parce que comme chez eux, ils ne fabriquent plus rien ou plus grand-chose, ils n'ont pas envie que ça coûte un peu plus cher parce que et dans la finance, il y a un problème objectif. Il y a des pays qui fabriquent de la finance et il y a des pays qui achètent de la finance. Et en réalité, en Europe, le nombre de pays qui fabriquent de la finance est plus limité que les pays qui achètent de la finance. En Espagne, vous avez Santander, BBVA, Caixa et un gros marché retail. En Italie, vous avez Generali, la communauté financière autour de Bocconi, Intesa, Unicredit. En France, vous avez AXA et vous avez BNP, le plus grand asset manager européen, Amundi, Société Générale. En Allemagne, vous avez deux banques, dont l'une est bancale, Commerzbank et Deutsche Bank, mais vous avez quand même Deutsche Börse, qui est une très grosse infrastructure, et vous avez Allianz. Aux Pays-Bas, il y a un souvenir très puissant qu'ils eurent des banques, et vous avez les Suédois. Et puis vous avez Dublin, qui a une place financière qui capte le Brexit, et le Luxembourg, qui est mono-industrie. Mais ça fait 7-8 pays maximum. Et tous les autres, ils s'en foutent. Donc, il faut trouver sur chacun des sujets les moyens, et c'est pour ça que j'étais un peu caricatural en disant que le reste du monde nous regarde sourit quand on parle d'autonomie stratégique. Garance a raison de dire que les choses ont beaucoup évolué.
Mais dans les communiqués, ça a beaucoup évolué. Quand on parle aux opérateurs de marché, ou peut-être que spontanément, les autorités gouvernementales à qui je parle, moi, sont plus transparentes et sincères que quand elles parlent aux autorités françaises, il y a encore un chemin pour trouver des coalitions qui permettent de faire bouger les choses ensemble. Alors, il y a plusieurs, je vois, celle d'abord je l'ai dit, du rulebook, du single rulebook, du règlement et pas de la directive, et des règles uniques et pas des règles similaires, celle de la supervision unique, celle de la consolidation, c'est-à-dire d'accepter que pour certains sujets, il vaut mieux des acteurs consolidés européens et des règles de contrôle de leur comportement sur la concurrence plutôt que d'empêcher la consolidation. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, je voudrais juste dire quand même une chose, c'est que on va devant un monde qui est assez différent de celui dans lequel on a fait l'essentiel de notre vie professionnelle, parce qu'en plus de tout ce dont on va parler, il va falloir payer plus pour rester libre. Il va falloir payer plus pour se défendre. On peut le regretter, mais on ne choisit pas ses voisins. Je pense, moi, qu'il y a un nouveau ESG qui s'appelle Energy Security Geopolitique ou géostratégie, et qu'il va falloir y mettre beaucoup d'argent. Et on va devoir, dans les années qui viennent, c'est une idée de la première ministre estonienne, mais il y en a d'autres qui suivent, sortir, je ne sais pas si c'est Next Generation EU 2 ou si c'est les bons de la défense européenne ou si c'est les bons de la victoire, mais il va falloir lever de l'argent sur les marchés qui coûtera un peu plus cher que la dette publique, mais un peu moins cher que les coûts de refinancement des industries aérospatiales, pour financer la jointure des grands programmes européens sur lesquels les industriels se regardent en chien de faïence et sur lesquels il faudra une incitation communautaire européenne, aider ceux qui n'ont pas de tradition militaire à arriver à 2% de dépenses, de 2% du PIB pour la défense, et fabriquer très très vite des usines pour faire des munitions pour qu'on puisse protéger notre mode de vie. Ça, c'est de l'ESG aussi. Stéphane, Israël. Peut-être un commentaire par rapport à notamment ce qu'a dit Enrico Letta. Donc, je comprends que son rapport en tous les cas, évoquera le fait qu'il y a 3 secteurs qui sont peut-être restés hors champ des politiques communautaires, l'énergie, les connexions au sens large, la finance, et que peut-être, si j'ai bien compris, c'est une des raisons pour lesquelles parfois l'Europe a pris du retard et il faudrait trouver une nouvelle impulsion. J'ai un peu envie de proposer à Enrico qu'il ajoute l'espace. Alors, non pas qu'on est resté hors champ, parce qu'on en fait partie, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce qui se passe dans l'espace est un peu lié quand même à ces 3 choses. La finance aux États-Unis, encore une fois, Musk, il est à la fois l'expression d'une commande publique extrêmement volontariste et de masse de capitaux privés disponibles. Les connexions ou les télécommunications, vous savez que ça va se jouer de plus en plus depuis l'espace, avec ces énormes constellations en orbite basse. Il y a maintenant des milliers de satellites au-dessus de vos têtes qui vont vous permettre de communiquer. Et l'énergie au sens large, en tous les cas, c'est beaucoup depuis l'espace qu'on va pouvoir mieux surveiller la planète et comprendre ce qui se passe en termes de mutations climatiques. Et il faudrait éviter que l'espace devienne la prochaine poubelle terrestre et qu'elle soit lui-même un espace qui ne soit plus praticable. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand vous voyez aujourd'hui les moyens mis globalement, et je le dis de façon amicale, les États-Unis, c'est aussi un très grand client d'Arianespace à travers la constellation Kuiper d'Amazon, donc ce n'est pas de l'antagonisme. Mais quand vous voyez qu'effectivement, il y a une nouvelle conquête de l'espace, où il y a des moyens prodigieux qui sont mis depuis les États-Unis, et quand vous comprenez que ce qui se passe dans l'espace va permettre d'avoir un atout en matière de sécurité, de surveillance environnementale, de télécommunications, de dépassement de soi avec les grands projets d'exploration, je pense effectivement que plus que jamais, on a besoin d'une grande politique spatiale européenne et notamment de mobiliser les leviers que vous évoquez tous ensemble. On verra ce que donnent les élections européennes, mais pour reprendre ce que disait Stéphane Israël tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une conjoncture politique qui permet d'être un peu optimiste, ou au contraire, est-ce que c'est pas plutôt inquiétant sur le fait qu'on va pouvoir mener des politiques européennes communes, faire des projets conjoints entre plusieurs pays, etc. Parce que là, la conjoncture politique actuelle ne penche pas dans ce sens-là. Ça dépend de d'où. Si on continue à parler le latin de 1957 du traité de Rome, c'est sûr qu'on va être de plus en plus heureux et de moins en moins nombreux. Si on essaye d'entendre la demande
de protection de nos concitoyens et qu'on leur explique, OK, vous avez une perception d'un risque migratoire. OK, il y a une réponse que l'Europe doit apporter, c'est Frontex 2, c'est de toute façon une réponse coordonnée, parce qu'aucun pays européen tout seul ne va régler à lui seul le problème de la pression migratoire de l'Afrique sud-sahélienne. Donc c'est le seul espace pertinent pour régler vos inquiétudes. Vous voulez vivre et travailler au pays. Bah, il faut réorienter la manière dont fonctionne la politique de la concurrence. Vous voulez que votre épargne serve à financer les fonds propres des entreprises européennes. Eh bien, il faut changer les incitations sur les financements des retraites et changer les incitations sur le financement de la dette publique. Mais c'est qu'à l'échelle européenne que vos préoccupations seront attendues. Vous voulez qu'on ait une mise en œuvre d'une transition écologique qui respecte vos sensibilités, et vous voulez éviter la surtransposition. Négocions une fois un règlement et puis on l'applique partout de la même manière et on évite la surtransposition avec la boulimie normative clandestine ou le braconnage des règles normatives. Donc, c'est ça le point. Donc, bien sûr qu'il y a des citoyens en colère. En Espagne, Vox va se faire la revanche sur le processus engagé, qui est une sorte de self-impose du Yougoslavie que le gouvernement Sanchez a engagé. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de raison que les gens ne reproduisent pas le vote qu'ils ont fait pour Wilders. En Italie, c'est encore plus simple puisque le parti au pouvoir est désormais dominant dans l'opinion. Les Polonais vont se faire, le PiS va faire la revanche de l'élection de la coalition Tusk. Le Portugal, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Dans les pays nordiques, la même chose, etc. Et puis nous, on oublie toujours que on est parfois très sévère à l'égard de la poussée des partis de la colère chez nos voisins, mais les sondages indiquent qu'on est les champions en Europe. Il n'y a pas de pays en Europe où les idées de colère dépassent, quand on les cumule, atteignent presque 40%. Donc il faut se renouveler parce que le projet dont on est garant, on n'est pas ici syndic de liquidation. On est juste en train d'essayer de renouveler un truc qui a été inventé il y a 3 générations, qui nous a permis de sortir de la barbarie de la première partie du XXe siècle pour créer un miracle de coopération de la deuxième partie du XXe siècle. Ce que disait exactement Stéphane Israël. Donc, si on ne change pas la manière dont on explique les choses, et si on n'assume pas surtout, il faut être moins défensif. Garance a absolument raison. La seule manière de convaincre, c'est d'être sûr de soi. Si on n'est pas fondamentalement optimiste et si on n'a pas peur de parler du projet de paix, de sécurité dont est porteur le truc, et si on ne traite pas les attentes de protection, eh bien effectivement on sera marginalisé en disant ça n'embraye plus. Ça n'embraye plus parce qu'on ne parle pas la même langue. Ouais. Je crois qu'on va devoir s'arrêter rapidement, mais Garance, une question qui est peut-être plus de l'ordre du ressenti, mais vous avez été au cœur de la machine européenne avec le chef de l'État. Et quand on est au cœur de la machine comme ça, est-ce qu'on ressent plutôt de l'enthousiasme et de l'excitation ou du découragement et du désespoir? C'est une très bonne question parce qu'évidemment, il n'y a pas de réponse évidente. C'est les deux. Pardon, les deux. Ouais. Quand j'ai quitté mes fonctions à l'Élysée, j'ai fait un dernier déjeuner off avec des journalistes qui m'ont posé exactement cette question-là. Et donc j'ai dû être très honnête. Et honnêtement, c'est extrêmement excitant. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub. Il y a une BD qui sort demain qui s'appelle La Tour de Babel, qui est faite par un jeune dessinateur qui s'appelle Coco Pello, qui nous a suivis dans plein d'aventures européennes et qui décrit la machine des institutions européennes de manière très légère. Je trouve que c'est une très bonne façon aussi d'entrer dans l'Europe et dans ces institutions. Mais il y a aussi de grandes frustrations, et une de mes très grandes frustrations, et je pense que certains de mes voisins me comprendront, c'est le franco-allemand. Son état, son potentiel,
Et ce que moi, en tout cas, dans ma période à moi, je n'ai pas réussi à en faire. Je n'ai pas réussi à en tirer. Moi, j'y crois encore beaucoup par l'histoire, mais pas seulement, parce qu'en fait, je crois fondamentalement que c'est par le franco-allemand, c'est par l'Europe qu'on restera, nous, jeunes Français, dans l'histoire, avec un grand H, et qu'il faut qu'on continue avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'espoir à investir cette relation, à investir l'Europe. Moi, je crois comme vous, Stéphane, qu'il faut probablement tout réinventer. Je parle des institutions, je parle des politiques, parce qu'il y a un truc qui marche plus. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué dans tout notre débat, ça s'appelle l'élargissement. Dans quelques années, il y a 9 pays de plus qui vont nous rejoindre. L'Ukraine, mais pas seulement. Et donc, évidemment, ça bouscule tout, au-delà de tout ce qu'on vient de se dire. Et donc, il va falloir réinventer une architecture, une façon de fonctionner, une façon de prendre nos décisions, avec probablement beaucoup plus d'intégration. Et il me semble, même si c'est, peut-être très classique et traditionnel, le franco-allemand au cœur. Ah ben justement, Alexander, en 30 secondes, et on va finir là. Je vous laisse le dernier mot, mais en gros, on vous agace et vous aimez plus trop les Français, c'est ça? Non, je voulais justement ajouter que il y avait une étude qui a été publiée récemment avec le titre « Bien sûr, nous sommes des Européens ». Ça, c'est bien sûr aussi très lié aux Allemands, parce que les Allemands ont, par rapport peut-être à d'autres pays en Europe, surtout par rapport peut-être à la France et l'Italie, une identité très forte avec l'Europe. Je parle maintenant surtout des partis du mainstream, bien sûr, la coalition. Je ne parle pas les populistes sur la droite. En fait, les Linke, ils ont d'autres sujets, mais quand on prend la majorité des Allemands, d'abord, ils sont absolument en faveur de l'Europe, et ils soutiennent aussi en fait le lien franco-allemand, mais non seulement la tandem franco-allemand, ils sont aussi très attirés par Pologne. Ils ont bien sûr des liens traditionnels très forts avec l'Italie. Donc, mais j'aimerais aussi revenir uniquement sur le dernier point de marché. 3 secondes. Okay. Marché unique. En fait, ce marché, le capital marché unique en Europe, c'est vraiment une volonté en Allemagne, comme vous savez peut-être, Stéphane, de vraiment promouvoir. Mais nous avons besoin d'harmonisation fiscale, nous avons besoin d'une union bancaire d'abord pour vraiment mettre ce projet en œuvre. Mais il y a une vraie volonté. Enrico. Il faut une chose pour terminer positivement, à laquelle je tiens beaucoup, qui est la suivante. J'étais ici en 2019, donc avant les élections de 2019. Et on parlait de la campagne électorale, on en discutait avec les étudiants, plein de débats très intéressants. Et l'élection européenne de 2019 se jouait sur les sujets du Frexit, Italexit, Dexit et tout le reste. Aujourd'hui, on va vers des élections européennes où on va discuter de comment l'Europe peut être, mais il n'y a pas de Italexit, il n'y a pas de Frexit, il n'y a pas de Dexit. Je dis ça parce que les 5 années qu'on a vécues ont amené aussi une conscience générale de la part de tous que l'Europe ne peut pas être substituée par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre, et que le Brexit était le pire des choix possibles. Et donc, personne n'imagine ça. Donc, on va discuter de comment faire l'Europe, et cette discussion va être très positive, mais laissez-moi conclure en disant que cette campagne électorale va être une campagne beaucoup plus positive de celle qu'on a eue en 2019. Alors, comment être européen? C'est le thème du débat qui suit avec, je vois, Jacques Attali et Nathalie Tocci, animé par Bernard Spitz. Et en même temps, il y a une controverse qui est dans un autre amphi, qui est l'amphi Jeannie de Clarins, entre Éric Orsena et Gaspard Koenig, donc juste à côté. Voilà, merci.